Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins procèdent tous les jours à la création de Soi par Soi, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Tristan Grenassia, Colomba Grossier et cette semaine Kieran Gessel. À la réalisation créative, cette semaine Michel-Ange Vinti, avec aujourd'hui à la prise de son bergsonienne Tristan Gratalon. Et à la lecture, évidemment, c'est Georges Claes cette semaine. À 10h51, vous retrouverez, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui, aujourd'hui, vous donnera envie de lire le dernier livre de Paul Audy, Lacan, ironiste, paru aux éditions Mimesis. Deuxième temps aujourd'hui de notre semaine bergsonienne, au cours de laquelle, tel un morceau de sucre qui fond dans un verre d'eau, nous nous plongeons patiemment, non pas dans le temps, mais dans l'attente que notre impatience ne peut conjurer et qui donne au temps vécu, à la durée, une texture si particulière. Alors après Camille Riquier, qui hier vous a présenté les premiers écrits de Bergson, l'essai sur les données immédiates de la conscience, ainsi que Matière et mémoire, avant Guylain Waterloo, qui demain vous initiera au mysticisme philosophique des deux sources de la morale et de la religion, et Frédéric Worms, qui jeudi ramènera Bergson à son point le plus simple, en parlant de la pensée et le mouvant, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Nadia Yala-Kisukidi, qui est assistante en éthique et en philosophie à l'Université de Genève, auteure d'un ouvrage intitulé Bergson ou l'humanité créatrice paru aux éditions du CNRS, et qui vient évoquer pour vous l'ouvrage central de Bergson paru en 1907, L'évolution créatrice. Bonjour à vous Nadia Yala-Kisukidi. Bonjour. L'extrait que vous avez présenté est très important parce qu'il permet de montrer deux choses dans un premier temps. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il parle précisément de création de soi par soi. Et c'est la seule occurrence dans les 4 grands livres de Bergson de la notion de création de soi par soi que l'on va retrouver. Alors qu'est-ce qu'elle nous montre ? Alors elle ouvre cette notion de création de soi par soi en un sens l'évolution créatrice, puisqu'on la retrouve dès les premières pages du premier chapitre. Et elle montre déjà deux choses. Que dans toute l'évolution créatrice va se constituer une analogie puissante entre la vie comme création et la pratique artistique. Et deuxième chose, et deuxième point important qui est montré par la création de soi par soi, c'est que on voit qu'en chaque homme sourd quelque chose comme une aptitude, une potentialité à continuer un mouvement de création qui nous est donné par la vie qui nous origine. Et à ce titre, la deuxième thèse importante, donc, c'est que il y a une dimension anthropologique qui va structurer tout l'ouvrage et qui va nous amener à dire finalement que l'humanité par excellence est cette espèce qui est créatrice. C'est ça, vous parlez d'espèce et il ne faudrait pas se tromper en entendant ce texte en pensant que l'ouvrage de Bergson vise à définir l'homme comme artiste. Il n'est pas simplement question de l'homme. L'évolution créatrice, le titre le dit bien, il s'agit de l'évolution de l'homme certes en tant qu'espèce, mais il y a une dimension universelle. Il y a plusieurs dimensions dans ce texte, la dimension biologique, la dimension, disons, métaphysique, la dimension psychologique. Il ne faut en omettre aucune pour saisir l'enjeu du texte. D'ailleurs, c'est une des difficultés du texte, c'est-à-dire qu'il va toujours falloir essayer de recomposer ensemble cette dimension biologique. Qu'en est-il effectivement de la réalité de la vie ? Comment peut-on la connaître ? Avec quoi peut-on la connaître ? Donc c'est l'autre dimension. Il va falloir constituer une théorie de la connaissance. Et avec quel outil ? Il va falloir aussi constituer une psychologie pour savoir avec quelle faculté on va pouvoir la connaître. Alors, l'évolution créatrice paraît en 1907, en mai 1907. Cet ouvrage constitue un des sommets du bergsonisme, puisqu'il va d'emblée connaître une grande réception instantanée, un très grand succès, mais c'est aussi, en raison des difficultés que j'ai pointées auparavant, par cet ouvrage que vont commencer à naître un ensemble de querelles autour de la philosophie bergsonienne, notamment autour du rôle qu'il attribue à l'intelligence dans l'ouvrage et à la connexion qu'il effectue entre les sciences et la métaphysique pour connaître la vie. Il faut dire que dès son introduction, il présente l'enjeu de son travail à ce moment-là. Il dit ceci, c'est dire que la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l'une de l'autre. Pour comprendre la portée de cette affirmation, il faut avoir écouté l'émission d'hier, en clair, parce qu'il faut avoir en tête l'acquis des deux premiers livres de Bergson, qui semblaient distinguer d'un côté le temps objectif, le temps des horloges,
la connaissance, l'intelligence qui toujours spatialise les choses pour connaître, hein, c'est ce que nous disait Camille Riquet hier, et de l'autre, la durée qui se situe à l'intérieur, qui est davantage cette espèce de flux, disons, psychologique à l'échelle humaine, qui ne tolère aucune spatialisation. Or, que nous dit Bergson au début de ce texte? Eh bien qu'il va essayer de faire se rejoindre les deux, la connaissance d'un côté et la vie de l'autre. Donc précisément. Alors ce qui va être important sur ce point, c'est que, et Bergson le dit dès l'introduction de l'évolution créatrice, c'est que 3 thèses importantes vont constituer tout l'ouvrage et vont permettre d'en saisir l'ordonnancement d'une certaine manière. La première thèse, vous l'avez dite, va rendre compte de ce qu'est l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence dans l'évolution créatrice? C'est une fonction pratique. C'est cette faculté proprement humaine qui nous permet de nous insérer dans la matière et d'agir sur la matière. Mais cette fonction pratique, l'évolution créatrice va en opérer la genèse biologique. Cette intelligence est aussi la fonction propre d'une espèce. Et cette fonction propre d'une espèce, personne ne dira... À savoir l'homme, voilà, tout à fait. Cette fonction d'une espèce, cette intelligence, en fait, en vertu de ses aptitudes, à savoir, elle est apte simplement à connaître la matière inerte, va poser des problèmes pour la connaissance de la vie, en ce que la vie, précisément, est une émergence de création. Et donc, la deuxième thèse de l'évolution créatrice va consister à dire que théorie de la connaissance et théorie de la vie sont inséparables. Si je veux connaître la vie, il faut que je sois capable de la connaître, non pas à partir d'un de ses produits, mais à partir d'une capacité à la connaître qui excède et qui permet de ressaisir la vie en elle-même. Et théorie de la connaissance, il faut que je sois capable aussi de savoir quels sont les cadres de la connaissance qui été constitués et je dois être capable de les réinscrire dans leur fonction première, essentiellement biologique. Ce qui va amener à une troisième thèse dans l'ouvrage, à savoir que la philosophie se pratique de manière collective et en équipe, en ce que finalement, par ce travail constant entre l'observation scientifique et la création philosophique, le philosophe doit être amené à chaque fois à apprécier et à préciser sa connaissance de la vie et la théorie de la connaissance. C'est quand même un défi incroyable que Bergson se fixe dans cet ouvrage, puisque il part par le biais de la philosophie et de la science aussi. Il y a énormément de considérations scientifiques au sein de ce texte, notamment sur l'évolutionnisme, le darwinisme et autres façons d'expliquer l'évolution de l'homme. Eh bien, comment, à travers ce médium-là de l'intelligence, ressaisir ce qui est de l'ordre de l'intuition, peut-être même de l'instinct, on distinguera les deux ensuite. C'est comme s'il se proposait en philosophe de penser ce qui est le plus difficile à penser à travers l'intelligence, savoir ce qui ne tolère presque aucune appellation, aucun terme, aucun langage. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que Bergson y parvient au sein de ce texte. Oui, il y parvient. Et à travers cela, on arrive à comprendre comment se construit en quelque sorte l'ouvrage de l'évolution créatrice. Tout le premier chapitre va avoir un objet, à savoir, est-ce que les habits, donc c'est une expression de Bergson, construits par l'intelligence, mécanisme, finalisme, permettent de comprendre ce qu'est véritablement en elle-même la vie. Et Bergson va nous montrer que non, ce n'est pas possible. Avec les outils de l'intelligence, fabriqués pour comprendre de l'inerte, en un sens, il n'est pas possible de ressaisir une vie qui se comprend essentiellement comme création imprévisible de nouveautés. Scientifiquement parlant, le fait de dire qu'une espèce est supérieure à une autre n'a absolument aucun sens, puisque toutes les espèces composent le mouvement de la nature. Alors, il est vrai que certaines espèces sont mieux adaptées à certaines situations par rapport à d'autres. Mais cela ne suffit pas pour parler de supériorité, surtout que de ce point de vue, les fourmis ou la pieuvre mimétique seraient supérieures à l'homme. De même, il est logique de penser que l'arrivée d'une glaciation soit plus avantageuse à un ours polaire qu'à un fennec. Mais cela ne veut pas dire que l'ours polaire est supérieur au fennec. Sinon, le fennec serait lui-même supérieur à l'ours en cas de réchauffement climatique. Considérer une espèce comme supérieure à une autre, en particulier quand il s'agit de l'homme ou d'une espèce apparentée comme un autre primate, est une des principales caractéristiques de l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme conduit souvent, involontairement, certains scientifiques à faire des conclusions bâclées, imprécises et du coup fausses.
L'élan originel est un élan commun, et plus on remonte haut, plus les tendances diverses apparaissent comme complémentaires les unes des autres. Tel le vent qui s'engouffre dans un carrefour se divise en courants d'air divergents, qui ne sont tous qu'un seul et même souffle. L'harmonie, ou plutôt la complémentarité, ne se révèle qu'en gros, dans les tendances plutôt que dans les états. Surtout, et c'est le point sur lequel le finalisme s'est le plus gravement trompé, l'harmonie se trouverait plutôt en arrière qu'en avant. Elle tient à une identité d'impulsion et pas à une aspiration commune. C'est en vain qu'on voudrait assigner à la vie un but, au sens humain du mot. Parler d'un but, c'est penser à un modèle préexistant qui n'a plus qu'à se réaliser. C'est supposer au fond que tout est donné, que l'avenir pourrait se lire dans le présent. C'est croire que la vie, dans son mouvement et dans son intégralité, procède comme notre intelligence, qui n'est qu'une vue, immobile et fragmentaire prise sur elle, et qui se place toujours naturellement en dehors du temps. La vie, elle, progresse et dure. Une des questions que Bergson va soulever dans ce texte, Nadia Yala-Kisukidi, est celle de la place de l'homme dans cette évolution créatrice. On a entendu un extrait du YouTuber Motosport Gigantoraptor, un petit garçon de 13 ans qui fait des vidéos sur le créationnisme et l'évolutionnisme et qui pointait bien les dangers de l'anthropocentrisme, qu'il faut bien distinguer de l'anthropomorphisme. Et puis j'ai lu ensuite un texte de Bergson, toujours au début de l'évolution créatrice, qui tient à affirmer que l'élan vital, il nous faudra définir ce qu'il est commun. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme a peut-être une place à part dans cette harmonie naturelle, mais la vie en général est prise dans un même flux, dans ce même élan commun, ce qui semble rendre problématique du coup le statut de l'homme dans cet univers. Il y a plusieurs choses en fait dans ce que vous dites et dans ce que permet de montrer l'extrait assez sympathique d'ailleurs de ce petit garçon qui parle du créationnisme. Donc déjà, si on se rapporte au chapitre 2 de l'évolution créatrice, intitulé donc les directions divergentes de l'évolution de la vie, on voit que la vie est une espèce de courant, un élan en quelque sorte, qui s'est divisé en 3 lignes d'évolution distinctes. Première ligne d'évolution qui renvoie à celle de la torpeur, qui renvoie à celle du monde végétal. Deuxième ligne d'évolution, celle de l'instinct, qui renvoie au monde animal. Et de cette ligne d'évolution se dégage une autre ligne, celle de l'intelligence, qui renvoie précisément à l'homme. Et ce que montre Bergson sont 2 choses très importantes. C'est que sur les voies divergentes donc de la vie, se sont développées des formes de la conscience qui expriment toujours quelque chose d'immanent et d'essentiel au devenir évolutif. Et secondement, tout être vivant conserve la trace des tendances de la vie à un degré quelconque. C'est-à-dire que, par exemple, si l'homme se distingue en ce qu'il a développé, en ce que la forme de la conscience qui s'est spécifiée chez lui a pris la forme de l'intelligence, il garde quand même une frange d'instinct, une frange en quelque sorte de faculté propre à l'animal qui reste précisément chez lui et qui peut-être réactiver. Et déjà ici, donc je vais peut-être pas avancer trop vite, mais dans cette capacité, dans cette nébuleuse d'instinct qui entoure l'intelligence, on voit comment Bergson va peut-être opérer la genèse biologique d'une faculté dont il parle déjà dans d'autres ouvrages, et notamment en 1903 en fait, à savoir l'intuition. Et donc dans ce chapitre 2 de l'évolution créatrice, ce qui est très important, c'est qu'on va essayer de voir comment se donner les moyens de construire une méthode non intellectuelle pour se rendre capable de connaître la vie dans son intégralité, pour se rendre capable de connaître la vie sans plaquer sur elle les habits tout faits que pose l'intelligence et donc pouvoir précisément intuitionner nouvellement la vie telle qu'elle est en elle-même. Et c'est à partir de là, en fait, que va pouvoir se développer, se construire une image controversée, une image qui aura beaucoup fait parler, à savoir l'image de l'élan vital, l'image peut-être vague, c'est Bergson qui le dit dans l'évolution créatrice, mais peut-être la plus adéquate pour comprendre ce qui se joue dans cette vie qui est avant tout une évolution créatrice. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, le terme d'évolution. Comment est-ce qu'une évolution peut-elle être créatrice, Ça, on reviendra sur le paradoxe du titre, mais avant qu'on en vienne à ce concept clé que celui d'élan vital, comment passe-t-on, je rebondis sur ce que vous venez de dire, comment passe-t-on de l'instinct,
propre à toutes les espèces, à l'intelligence. Et y a-t-il un saut de nature ou de degré? Saut de nature. Il y a une théorie, il y a une thèse de la différence anthropologique chez Bergson. C'est-à-dire que il faut bien comprendre comment s'effectue le mouvement de la vie. Donc on n'a pas trop parlé de l'élan vital, mais on a un élan, un courant de création, un effort, une impulsion originelle qui est confrontée à un obstacle, celui de la matière. Et ce que va faire la vie, à chaque fois, c'est qu'elle va essayer, en actualisant son acte créateur, elle va créer de nouvelles espèces. Et chaque espèce va piétiner, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles créations à partir d'une espèce. Et à chaque fois, donc, la vie va essayer de se frayer un chemin au sein d'une matière obstacle pour créer à chaque fois de nouvelles espèces. Mais comment Bergson fait-il pour échapper à ce qu'on pourrait appeler justement une forme d'anthropomorphisme? Parce que là, c'est quand même présenter la vie comme un objet qui elle-même viendrait irriguer toutes les dimensions de l'existence. Alors déjà, c'est très, comment dirais-je? Alors il y a ce qui peut parfois un petit peu nous heurter quand on lit Bergson. C'est précisément l'analogie de laquelle on est parti, à savoir que il y a toujours une analogie qui est effectuée entre le mouvement de la vie créatrice dans l'évolution créatrice et une approche anthropologique de la création à travers le travail de l'artiste. Mais le concept de création qui est mobilisé par Bergson dans l'évolution créatrice n'est pas un concept anthropologique, il ne se construit pas sur le modèle de la production, ce n'est pas un sujet qui produit quelque chose, un objet, et ce n'est pas non plus un modèle théologique de type ex-nihiliste, c'est-à-dire que la vie ne crée pas à partir de rien. Il y a une continuité à partir de laquelle de nouvelles espèces sont créées, adviennent à l'existence. Donc, modèle de la création désanthropologisé, modèle de la création déthéologisé, pour penser quoi? Quelque chose comme un mouvement d'autocréation immanent qui définit la vie même, une espèce de création sans sujet. Et c'est ça l'élan vital. Et c'est ça l'élan vital. Une image, ça reste une image, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas un principe explicatif de type vitaliste à partir duquel on pourrait déterminer absolument toutes les réalités du vivant. C'est une image qui permet le mieux d'expliquer à la fois cette continuité de création et l'émergence imprévisible de nouveautés, cette imprévisibilité ne pouvant jamais être captée, prise, définie ou prédéfinie à partir des concepts tout faits de l'intelligence. C'est en ça que Bergson reste philosophe plus que scientifique, puisqu'il forge quand même un concept qui ne renvoie pas à une réalité scientifique. Et pourtant, lui-même a quand même cette ambition de produire une réflexion qui soit aussi d'ordre scientifique. Ça explique peut-être pourquoi il a été si mal reçu chez les scientifiques. Oui, complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je le disais, cet ouvrage est un sommet du bergsonisme. Juste pour la petite histoire, dès qu'il a été, au bout de quelques semaines, dès sa parution, donc en mai 1907, l'ouvrage a été épuisé. Et entre 1907 et 1914, il y a eu environ 16 éditions de l'ouvrage. Donc ça a été un succès instantané, immédiat. Alors, étrange pour un livre aussi difficile, mais c'est intéressant, c'est de voir qui a véritablement reçu cet ouvrage. Et si on analyse la réception de l'évolution créatrice, on voit que l'ouvrage n'a pas vraiment n'a pas été reçu par les scientifiques, ou quand il a été par un scientifique, un biologiste comme Félix Le Dantec, c'était un peu pour se rire de Bergson, qui finalement fait une poétique de la biologie. C'est une littérature, c'est une poésie de la vie, mais qui n'a précisément rien de scientifique. Et la véritable réception de l'évolution créatrice, on la trouvera plutôt dans les milieux littéraires et aussi dans les milieux artistiques. Rappelons qu'il a eu le prix Nobel de littérature. En 1927, oui. Tout à fait, tout à fait. Je cherche quelque chose d'un peu plus gai. Un peu plus gai. Et alors, en un peu plus gai, je peux vous proposer ce modèle-là. Les tons sont un peu plus clairs. Et par contre, ils sont un peu plus onéreux parce que ce sont des bois nobles. Érable, chêne, hêtre. Oui, et pour la literie, bien, nous avons plusieurs épaisseurs de matelas, plusieurs motifs pour les garnitures. C'est moins triste, mais enfin, c'est pas très gai quand même. Vous n'avez pas des couleurs un peu moins classiques? Je sais pas moi, quelque chose d'original. Est-ce que sur commande, on peut avoir une couleur un peu différente? Oui. L'idée de surprendre un peu les gens le jour de l'enterrement, ça me déplaît pas. J'entends bien, mais vous voyez, les couleurs sont toujours un peu ternes. La clientèle est assez traditionnelle. Ce serait pour quand, en fait?
Ça, je ne peux pas vous dire exactement. Aux yeux d'une philosophie qui fait effort pour résorber l'intelligence dans l'intuition, bien des difficultés s'évanouissent ou s'atténuent. Mais une telle doctrine ne facilite pas seulement la spéculation, elle nous donne aussi plus de force pour agir et pour vivre. Car avec elle, nous ne nous sentons plus isolés dans l'humanité. L'humanité ne nous semble pas non plus isolée dans la nature qu'elle domine. Comme le plus petit grain de poussière est solidaire de notre système solaire tout entier, entraîné avec lui dans ce mouvement indivisé de descente qui est la matérialité même, ainsi tous les êtres organisés, du plus humble au plus élevé, depuis les premières origines de la vie jusqu'au temps où nous sommes, et dans tous les lieux comme dans tous les temps, ne font que rendre sensible aux yeux une impulsion unique, inverse du mouvement de la matière, et en elle-même indivisible. Tous les vivants se tiennent, et tous cèdent à la même formidable poussée. L'animal prend son point d'appui sur la plante, l'homme chevauche sur l'animalité, et l'humanité entière, dans l'espace et dans le temps, est une immense armée qui galope à côté de chacun de nous, en avant et en arrière de nous, dans une charge entraînante capable de culbuter toutes les résistances et de franchir bien des obstacles, même peut-être la mort. Nadia Yala Kisukidi, on trouve ce texte à la fin du 3e chapitre de l'évolution créatrice, dans la signification de l'évolution, c'est le titre du sous-chapitre. On y entend une forme de, comment appeler ça autrement qu'un optimisme forcené de Bergson qui pense que l'élan est tellement fort, l'élan vital est tellement fort, qu'il va nous rendre, disons, presque inattaquables par la mort. Et on entendait avant un extrait du film « Et si on vivait tous ensemble », on avait cette vieille dame très belle, et pour cause, c'est Jane Fonda, qui va chez un marchand de cercueils choisir un cercueil qu'elle veut le plus gai, le plus coloré possible. On apprend qu'en fait, c'est pour sa propre mort. Elle ne sait pas quand elle va mourir, mais elle semble, de par ce choix-là, cet intérêt, disons, esthétique, témoigner d'une force de vie qui rend la mort quasiment dérisoire. Alors, cette fin de 3e chapitre de l'évolution créatrice reste assez énigmatique. Alors énigmatique, non pas au sens il y aurait quelque chose de l'ordre d'un mystère de la mort, mais énigmatique au sens où la question de la mort dans l'évolution créatrice, c'est simplement 2 occurrences, une petite note de bas de page et cette fin de 3e chapitre. Alors qu'est-ce à dire ? Déjà, la mort, c'est un phénomène individuel. C'est-à-dire que la mort n'est pas la fin de la vie, la mort est la fin d'une vie. Et ici, Minkowski, par exemple, en relisant Bergson, a très bien vu ce point précis, en fait, de la philosophie bergsonienne. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un courant de... La vie ne s'entête pas dans des créations qui s'épuisent, elle continue son chemin. Et à ce titre, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose comme un optimisme de Bergson. Mais ce qui va être la question de la mort, là où elle va être extrêmement importante dans l'œuvre de Bergson, ce n'est pas directement dans l'évolution créatrice, mais c'est plutôt dans les 2 sources de la morale. Effectivement, dont on parlera demain, et là on sera bien loin de en fait. l'optimisme qui semble transparaître dans ce texte. Puisque précisément ce triomphe de la vie créatrice dans l'espèce humaine, qui constitue le final du 3e chapitre de l'évolution créatrice, va être fondamentalement tempéré à partir du moment où on commence à analyser comment vit de manière intraspécifique cette espèce. Et c'est là où la mort va véritablement acquérir toute sa dimension, toute sa force sur le plan des valeurs, sur le plan des normes aussi, en ce qu'il va falloir aussi penser autre chose que la mort simplement naturelle, qu'un périr, mais aussi la possibilité au sein d'une espèce d'un acte, l'acte de donner la mort et de penser quelque chose comme le meurtre. Donc, si vous voulez, toute la dimension, toute la réflexion sur la mort va plutôt prendre tout son essor et toute sa dimension morale véritablement dans les 2 sources de la morale et de la religion. Parce que la thèse de l'évolution créatrice concernant la mort, c'est simplement que la mort est un phénomène individuel, une manière pour la vie de ne pas continuer à s'entêter dans des formes qu'elle a prises et à poursuivre son chemin ailleurs.
La mort devient presque un détail. Enfin, et quand il compare l'homme à cette espèce, l'humanité, oui. à une immense armée qui galope à côté de chacun de nous, en avant, en arrière de nous, dans une charge entraînante, capable de culbuter toutes les résistances et de franchir bien les obstacles. C'est l'élan vital prime sur la conception, disons, individuelle de la mort. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas y lire une anthropologie ici. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire que la question de la mort ici n'est pas à concevoir de cette manière-là. Elle n'est pas à concevoir de cette manière-là. Il s'agit véritablement ici de comprendre ce qu'est l'élan vital, ce qu'est la vie dans sa dimension créatrice. Alors il y a juste un point par contre sur lequel il faut insister, c'est notre manière de comprendre ce qu'est cette image de l'élan vital et quels sont les concepts ou les éléments en fait qu'englobe cette image. Alors l'élan vital est à la fois origine de la vie comme unité d'impulsion. C'est aussi un effort, c'est-à-dire que c'est précisément cet effort que déploie la vie contre un obstacle qui est celui de la matière. Et le troisième élément fondamental pour comprendre la réalité de l'élan vital, enfin en tout cas cette image, c'est sa finitude. C'est-à-dire que l'élan vital, une fois qu'il est actualisé, il est fini. Une fois qu'il est actualisé dans une espèce, dans une forme précise, est fini et il piétine. Et il va devoir en tout cas rebondir dans d'autres espèces pour prolonger son mouvement. Donc cette dimension de la finitude de l'élan est assez essentielle aussi pour comprendre pourquoi la mort est un phénomène individuel et pas simplement la fin de la vie comme telle, comme mouvement créateur. L'objection, surtout, et c'est celle que l'on a faite déjà de son temps, c'est de quelle manière une philosophie est possible. Puisque quand on adhère aux choses, quand on les regarde à bout portant, c'est-à-dire au contact immédiat de la chose. Mais alors, comment un art est-il possible? De la même manière pour la philosophie. Eh bien ça, je crois que c'est le paradoxe même du bergsonisme et le secret même de l'intuition. Je crois que l'intuition, c'est surtout une espèce d'art acrobatique de penser les choses au plus près. Jusqu'au point où, étant dedans, vous ne pourriez plus les penser. Si vous êtes trop loin, alors le recul et le retrait et la conscience excessive vous permettent peut-être de les connaître, mais vous ne saisissez plus leur vérité. Et si vous êtes dedans, alors vous connaissez leur vérité de toutes parts, mais vous ne pouvez plus en parler. Vous frôlez la vérité au plus près. Dans un instant éclair, la vérité est objet d'une introvision, d'une intuition, dans laquelle à la fois vous la vivez et la pensez. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire quand il disait « penser en homme d'action, agir en homme de pensée ». Et bien ça veut dire être à la fois dedans et dehors, immanent et transcendant. Briser le cercle est une expression qui revient souvent chez lui. Le cercle qui m'interdit, et qui est aussi un dilemme d'ailleurs, et qui fait que je ne puis pas faire les deux à la fois. Il faut se jeter à l'eau, dit-il dans l'évolution créatrice. Et il y a un texte remarquable, très caractéristique à cet égard, que l'on pourrait lire, et qui indiquera ce que Bergson veut dire par là, dans l'évolution créatrice. Nous avons montré que l'intelligence est détachée d'une réalité plus vaste, mais qu'il n'y a jamais eu de coupure nette entre les deux. Autour de la pensée conceptuelle subsiste une frange indistincte qui en rappelle l'origine, bien plus. Nous comparions l'intelligence à un noyau solide qui se serait formé par voie de condensation. Ce noyau ne diffère pas radicalement du fluide qui l'enveloppe. Il ne s'y résorbera que parce qu'il est fait de la même substance. Celui qui se jette à l'eau, n'ayant jamais connu que la résistance de la terre ferme, se noierait tout de suite s'il ne se débattait pas contre la fluidité du nouveau milieu. Force lui est de se cramponner à ce que l'eau lui présente encore, pour ainsi dire, de solidité. À cette condition seulement, on finit par s'accommoder au fluide dans ce qu'il a d'inconsistant. Ainsi pour notre pensée, quand elle s'est décidée à faire le saut. Mais il faut qu'elle saute. Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir, et moi courant sur la rive, je te crie de revenir, mais lentement tu t'éloignes et dans ma course éperdue, peu à peu je te regagne un peu du terrain perdu.
décidez-vous à faire le saut avec Henri Bergson pour éviter de vous noyer comme le chante Gainsbourg? Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h32. C'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au philosophe Henri Bergson. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir la philosophe Nalayala Kisukili, auteure d'un ouvrage intitulé Bergson ou l'humanité créatrice, paru au CNRS Éditions, et qui vient vous parler de l'ouvrage central de Bergson, L'évolution créatrice, disponible au PUF. Te cachant la figure dans ta robe retroussée, de peur que ne te défigure et la honte et les regrets. Tu n'es plus qu'une pauvre et brave chienne crevée au fil de l'eau, mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau. Quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brise en nos cœurs et nos têtes, à jamais nous réunir. Nous avons dit que l'évolution créatrice permettait de penser la réconciliation entre l'intelligence d'un côté et la vie de l'autre. En quoi le texte que l'on a entendu interprété par André Villiers, qui avait été lancé par Jean Kelevitch, qu'on entendait juste avant, c'est en 1967, une émission de France Culture d'ailleurs, Analyse spectrale de l'Occident, en quoi ce texte-là, qu'on trouve à la toute fin aussi, dans le chapitre dans Science et philosophie, dans la signification de la vie, nous permet-il de comprendre cette réconciliation avec la métaphore du se jeter à l'eau, Nalayala Kisukili, pardon. Alors, comme on le disait déjà, ce chapitre 2 va être extrêmement important pour opérer cette réconciliation entre la connaissance de la vie et l'intelligence. Et précisément, pour opérer cette réconciliation, il faut pouvoir saisir quelle est la place de l'intelligence au sein de l'évolution de la vie et en opérer, d'une certaine manière, la genèse biologique. Et ce que montre le deuxième chapitre, et ce que dit effectivement le texte, c'est que autour de notre pensée conceptuelle, logique, intellectuelle, il reste une nébuleuse, c'est ce que dit Bergson, des restes d'autres formes de conscience aux dépens desquelles s'est formée donc notre intelligence. Et donc cette nébuleuse va constituer une forme complémentaire, un ensemble de puissances en quelque sorte, qui vont pouvoir compléter l'entendement dans sa capacité à connaître. Et cette nébuleuse, Bergson va dire qu'il s'agit d'une espèce de frange d'instinct en fait. Il reste autour de l'intelligence humaine quelque chose d'une frange d'instinct propre à l'animal en fait, qui va pouvoir nous permettre, en quelque sorte, d'élargir l'intelligence, peut-être même de la dépasser, ou en tout cas, peut-être, si on parvient à fusionner ces différentes formes de conscience entre elles, instinct, intelligence, on va pouvoir obtenir quelque chose comme une conscience coextensive à la vie, capable d'embrasser pleinement son mouvement. Donc on sortira de la difficulté du début de l'évolution créatrice, à savoir qu'on ne peut pas connaître la vie à partir d'un de ses produits, l'intelligence, et pour mieux connaître la vie, il faudrait en quelque sorte fusionner d'une certaine manière toutes les formes de conscience auxquelles elle a donné lieu pour avoir une conscience coextensive à la vie qui nous permet pleinement de la connaître. Et c'est là que va se rejouer une thèse importante dans le chapitre 2, une reconsidération de l'instinct, où l'instinct c'est quoi finalement pour l'homme? Ou plutôt l'intuition, c'est quoi chez Bergson? Ça va devenir précisément cet instinct, cette frange d'instinct, devenue consciente d'elle-même grâce à l'intelligence. Et donc, dans le chapitre 2 de l'évolution créatrice, on comprend quelle est la genèse biologique de l'intuition, à partir de laquelle une connaissance effective de la vie, qui n'est pas simplement captée par les concepts de l'entendement, devient véritablement possible. C'est ce que disait Jean Kelevitch en définissant l'intuition chez Bergson comme cet art acrobatique de penser les choses au plus près,
on retrouve les métaphores de se jeter à l'eau, mais n'être pas complètement dans l'eau, sinon on n'arrive plus à en parler, ni hors de l'eau, sinon on est trop extérieur. Mais il est difficile là de comprendre la distinction entre l'instinct d'un côté, l'intelligence de l'autre, et enfin l'intuition, concept clé chez Bergson. Ce que vous en dites est très clair, mais comment penser le passage de l'instinct à l'intelligence? Vous avez dit que c'était un saut de nature, de l'intelligence à l'intuition. Suffit-il de le vouloir pour le pouvoir, en gros, ou est-ce que cette évolution se fait naturellement créatrice d'intuition? Alors, c'est assez intéressant. Ça reste une des difficultés quand même de l'évolution créatrice. Alors, un des moyens de comprendre, de contourner un petit peu cette difficulté, là pour le coup, c'est de faire jouer à plein l'analogie qu'effectue Bergson entre la vie créatrice et l'art. Et dans la création artistique, il se joue aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition. Et que nous montre Bergson, c'est que les artistes, en fait, sont des êtres privilégiés qui, par une heureuse distraction de la nature, ont vu un de leurs sens détaché d'un rapport instrumental au monde. Et ce détachement, précisément, détachement de l'ouïe, détachement de la vue, ou que sais-je encore, va faire que les artistes possèdent une capacité à intuitionner véritablement la vie telle qu'elle est pour elle-même, et non pas simplement dans le rapport instrumental qu'on peut instaurer avec elle. Donc, dans l'art, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance de la vie en surface, en ce que les artistes sont capables de ressaisir les rythmes de création internes, donc aux réalités individuées, aux éléments qui se présentent en face de nous, en fait. Donc, finalement, ce que le modèle de l'artiste, et c'est aussi la raison pour laquelle l'art a une telle place dans la philosophie bergsonienne, se conjugue aussi avec un certain modèle de la connaissance, puisque nous voyons là, ici, des individus, des êtres humains, en quelque sorte, qui naissent détachés et qui développent une intuition esthétique qui est peut-être un peu plus faible, mais qui en tout cas est analogue à l'intuition philosophique. Et c'est cette analogie qui nous conduit au 4e et dernier chapitre de l'évolution créatrice, le mécanisme cinématographique de la pensée et l'illusion mécanistique, coup d'œil sur l'histoire des systèmes, le devenir réel et le faux évolutionnisme. C'est un titre qui est assez long et qui résume très bien ce qui s'y trouvera. On va en entendre un extrait tout de suite, interprété par le comédien Georges Claes. Écoutez la manière dont Bergson se réfère, évoque, prend l'exemple du cinéma pour ce qu'il est, mais aussi et peut-être surtout comme métaphore de la connaissance. Écoutons-le. Supposons qu'on veuille reproduire sur un écran une scène animée, le défilé d'un régiment par exemple. Il y aurait une première manière de s'y prendre. Ce serait de découper les figures articulées représentant les soldats, d'imprimer à chacune d'elles le mouvement de la marche, mouvement variable d'individu à individu, quoique commun à l'espèce humaine, et de projeter le tout sur l'écran. Il faudrait dépenser à ce petit jeu une somme de travail formidable. Et l'on n'obtiendrait d'ailleurs qu'un assez médiocre résultat. Comment reproduire la souplesse et la variété de la vie? Maintenant, il y a une seconde manière de procéder, beaucoup plus aisée, en même temps que plus efficace. C'est de prendre sur le régiment qui passe une série d'instantanés et de projeter ces instantanés sur l'écran de manière qu'ils se remplacent très vite les uns les autres. Ainsi fait le cinématographe. Avec des photographies dont chacune représente le régiment dans une attitude immobile, il reconstitue la mobilité du régiment qui passe. Il est vrai que si nous avions affaire aux photographies toutes seules, nous aurions beau les regarder, nous ne les verrions pas s'animer. Avec de l'immobilité, même indéfiniment juxtaposée à elle-même, nous ne ferons jamais du mouvement. Pour que les images s'animent, il faut qu'il y ait du mouvement quelque part. Le mouvement existe bien ici, en effet, il est dans l'appareil. C'est parce que la bande cinématographique se déroule, amenant tour à tour les diverses photographies de la scène à se continuer les unes les autres, que chaque acteur de cette scène reconquiert sa mobilité. Il enfile toutes ses attitudes successives sur l'invisible mouvement de la bande cinématographique. Le procédé a donc consisté, en somme, à extraire de tous les mouvements propres à toutes les figures un mouvement impersonnel, abstrait et simple, le mouvement en général, pour ainsi dire, à le mettre dans l'appareil et à reconstituer l'individualité de chaque mouvement particulier par la composition de ce mouvement anonyme avec les attitudes personnelles. Tel est l'artifice du cinématographe.
Et tel est aussi celui de notre connaissance. Les images du temps, il nous a semblé que c'était encore autre chose. Il peut y avoir image du temps, soit lorsque je compose des images mouvements les unes avec les autres, c'est-à-dire des plans de coupe, des coupes temporelles, comme on a vu, soit, et je peux passer facilement de l'analogue, j'explique même pas comment, vous le comprenez du coup, soit lorsque je combine entre elles des images perception, des images action et des images affection. Ça me donnerait une image du temps. Pourquoi je dis image du temps là et pas image temps? Parce que forcément je n'obtiendrai par là que des images indirectes. Des images indirectes qui seront en effet conclues de la composition des images mouvements ou de la combinaison des trois types d'images, action, affection, perception. Ce seront donc des images indirectes du temps. Et ça reviendra à dire, si je prends toujours mes exemples dans le cinéma, ça reviendrait à dire, le temps c'est le montage. La voix de Gilles Deleuze, c'était en 1982, dans ses cours du 7 décembre 1982. Deleuze qui montre en quel sens la pensée de Bergson du cinéma dans ce 4e chapitre de l'évolution créatrice rate la spécificité du cinéma, puisque, tel que le dit Deleuze, le montage même du film produit un temps nouveau qui serait sans doute l'image temps, ce qu'il appelle l'image temps, c'est-à-dire du temps presque à l'état pur, ce qu'aurait voulu avoir... ce que recherche à nommer Bergson, et Bergson pense que le cinéma ne le peut pas, mais ce qu'il faut bien comprendre, et le texte qu'on a entendu le disait bien, c'est que Bergson ne pense pas le cinéma pour lui-même, il se sert du cinéma comme une métaphore pour penser l'artifice de notre connaissance, dit-il, Nadia Yalakisouki. Il faut avoir ça en tête pour dissiper les malentendus autour de Bergson et sa position sur l'art en général et le cinéma en particulier. Oui, c'est pas une esthétique du cinéma, c'est Voilà. pas une philosophie du cinéma qu'on trouve dans ce 4e chapitre, mais c'est vrai, et ce que dit Deleuze, en fait, c'est finalement que Bergson se sert de l'illusion, enfin de la pratique du cinématographe, du mécanisme, pardon, du cinématographe pour penser quelque chose comme l'image typique de ce qu'est le faux mouvement. Alors si on en reste aux images et aux analogies qu'on va retrouver dans la pensée de Bergson, pour penser précisément la durée, la création, le mouvement réel en fait, et non pas recomposé par l'intelligence, une image qui sera peut-être privilégiée, c'est l'image de la mélodie et l'image de la musique. Alors là aussi, les usages de cette image, dans les commentaires qui vont être faits de Bergson ou même dans les relectures qui vont être faites de la pensée de Bergson par de nombreux philosophes, eh bien, cette image, en fait, aura nourri un ensemble de commentaires qui auront, en quelque sorte, procéder à une forme d'indistinction entre la philosophie proprement esthétique de Bergson et sa philosophie de la durée. À savoir si, précisément, pour penser la durée, à savoir une continuité indivisible, une succession continue, en fait, je me sers de la mélodie. Est-ce que cela signifie, en quelque sorte, que la philosophie du temps et de la durée de Bergson présente une philosophie de la musique? Et est-ce que peut-être on doit lire la cosmologie bergsonienne qui se construit dans l'évolution créatrice comme une philosophie de la musique analogue à celle qu'on peut retrouver chez Schopenhauer. Alors il y aura des lectures de ce type de Bergson qui verront précisément dans l'image de la mélodie mobilisée par Bergson quelque chose comme la thématisation d'un temps musical par exemple, ou qui verront précisément dans cette philosophie de la durée une philosophie de la musique. Alors juste pour l'anecdote, il existe un texte d'une commentatrice, d'une lectrice de Bergson, donc spécialiste de la musique, qui s'appelle Gisèle Brelet, qui, en 1947, dans Esthétique et création musicale, si je pense que c'est le titre, va précisément, à partir de sa compréhension de ce qu'est la durée, essayer de définir ce que serait un temps musical proprement bergsonien. Et dans la mesure où pour elle... Ce que lui-même ne fait pas, ce que lui-même ne fait ouais. pas. Non, il n'y a vraiment pas de philosophie. S'il faut penser la musique, là aussi, il faut tout un travail à effectuer qui nécessiterait une esthétique que Bergson n'a
n'a pas produites, ou alors qu'on va trouver de manière éparse dans ces différents ouvrages, de l'essai sur les données immédiates de la conscience ou de sources de la morale et de la religion. Mais ce qui est juste un peu comique en fait avec cet exemple-là, c'est que la durée bergsonienne étant présentée comme un flux indistinct, continu, une espèce de masse visqueuse, le temps musical bergsonien, dans ce texte de Gisèle Brelet, ne peut être équivalent qu'à un type de musique profondément atonale, où on repère plus finalement des hauteurs, des harmonies, des tensions, etc., mais qui apparaît, ce sont ces termes, ce ne sont pas les miens, comme une espèce de masse visqueuse. Donc, en quelque sorte... De masse visqueuse. De masse visqueuse. Donc, la musique du bergsonisme, ce serait la musique de l'atonalisme et peut-être aussi, plus précisément, du dodécaphonisme, par exemple. Mais là, il faut bien dire, l'image de la mélodie chez Bergson n'est qu'une image et elle vise à illustrer simplement des continuités de création ou la durée. D'ailleurs, Bergson le dit lui-même, on peut tout à fait utiliser soit l'image d'une mélodie ou l'idée d'une succession de coups de marteau pour comprendre effectivement comment on peut saisir cette réalité vécue qui est celle de la durée. C'est-à-dire que donc il n'y a pas une pensée de la musique, une philosophie de la musique comme il peut y avoir chez Schopenhauer ou chez Jean Kelevitch d'ailleurs, un grand lecteur de Bergson, là où on peut dire qu'effectivement il y a quasiment une métaphysique de la musique chez Bergson, et c'est pour ça que le texte sur le cinéma était aussi important en ce sens. La pensée artistique, les exemples artistiques ne sont que, entre guillemets, des images. C'est toujours au service de sa réflexion philosophique. Et là, il est très important de le comprendre pour ne pas qu'il y ait de malentendus même sur la philosophie même de Bergson. Parce que c'est pas dire la même chose que de dire qu'il se sert de la musique pour illustrer ce qu'est la durée, que de dire qu'il pense la musique comme durée. Effectivement. Et d'ailleurs, ce qui est juste drôle, si je continue juste 5 secondes sur cet exemple ou cette lecture spécifique de Bergson par Gisèle Brelet, c'est qu'elle reproche à Bergson finalement d'avoir voulu faire en sorte que la musique prouve sa philosophie. Or là, ici, on a effectivement une mauvaise lecture de Bergson, puisqu'à aucun moment, finalement, l'idée de Bergson, c'est de construire une philosophie de la musique qui tende à défendre ou prouver sa cosmologie ou sa philosophie de la durée. Un tout dernier mot, puisque nous parlions de l'évolution créatrice aujourd'hui, qu'on parlera des deux sources de la morale et de la religion demain. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce texte, il y a comme un point de bascule qui s'opère et que lorsque des années plus tard, 25 ans plus tard, il fera apparaître les deux sources, on sera passé d'un optimisme qu'on a évoqué tout à l'heure à quelque chose de beaucoup plus sombre? Oui, alors c'est ce que vous verrez, je pense, avec Guylain Waterloo demain. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on commence à s'inquiéter de la manière dont vit cette espèce, c'est-à-dire qu'on entre dans la vie intraspécifique humaine et qu'on ne la saisit plus au sein de ce mouvement cosmologique qui est celui de la vie créatrice, on voit que ce triomphe, ce qui apparaissait comme un triomphe de la vie créatrice dans l'évolution créatrice, doit être un peu plus nuancé dès les deux sources de la morale et de la religion. Alors restons un instant encore un moment, encore 2 minutes dans ce triomphe de la vie, de cette création de soi par soi. Un grand merci Nadia Ayala Kisuki d'être venue nous parler de Bergson aujourd'hui, de l'évolution créatrice en particulier. Je renvoie les auditeurs à la lecture de votre ouvrage, Bergson ou l'humanité créatrice, un excellent livre très complet qui propose une lecture qui montre l'humanisme de Bergson, sans doute une lecture politique aussi de ce texte, on ne l'a pas évoqué. On trouve ça aux éditions du CNRS, et puis lisez évidemment, chers auditeurs, l'évolution créatrice. On trouve une excellente édition critique dirigée par Frédéric Worms, que je recevrai jeudi, aux éditions PUF. Quand on a les étoiles. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Nous avons les étoiles, chante Étienne Dao. Et oui, l'étoile est rentrée dans le studio. Géraldine Mosna-Savoie, qui vient pour ses 2 minutes papillon, vous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. La transition est toute trouvée avec Étienne Dao, puisque c'est votre générique. Dites-nous de oui, quoi j'adore vous allez Étienne parler. Dao. Alors, on va parler de Lacan ironiste. C'est de Paul Audy et c'est paru aux éditions Mimesis. Alors qui, en lisant Lacan, ne s'est pas dit « Je ne comprends rien, mais que veut-il donc dire par objet petit a » ou encore « Pourquoi dit-il amur au lieu d'amour ?» Et alors c'est vrai que quand on lit Lacan, on a l'impression que plus on avance dans ces séminaires, plus le sens s'obscurcit et que ce qu'on croyait avoir saisi nous échappe encore plus. Certains y voient, dans ce style qui fait d'ailleurs que Lacan est sûrement inimitable, ce qui permet à ces discours de brouiller leurs propres frontières, ce qui permet en fait de ne pas leur donner de limites et d'échapper à toute prise directe. Mais le problème, quand on dit cela, c'est qu'on se demande bien pourquoi Lacan aurait alors parlé. Pour d'autres, et c'est la thèse de Paul Audy, donc dans ce petit ouvrage qui paraît aux éditions Mimesis, si les discours de Lacan échappent bien à toute prise directe, c'est bien plutôt parce qu'il est ironiste.
Paul Audy dit bien ironiste et non pas ironique. Ce qu'il faut entendre par là, ce n'est pas que Lacan avait un ton ironique, comme si ses discours n'étaient pas à prendre au sérieux, comme s'il se jouait de nous. Mais il faut plutôt entendre que Lacan préfère l'interrogation à l'assertion. Qu'en fait, derrière ces propos obscurs, il ne faut pas voir la volonté de nous perdre délibérément, mais plutôt l'idée qu'avec Lacan, le discours est toujours questionnable, qu'il ne se donne jamais comme ça, que la manière dont il se dit pose déjà question. Alors cette idée peut sembler assez classique, c'est bien par exemple le sens des réflexions philosophiques sur la signification des mots qu'on emploie, sur leur rapport aux choses et l'écart entre mots et choses. Mais ici, cette idée vient souligner sûrement l'apport majeur de la psychanalyse, celle d'une pensée rénovée du discours, ce discours qui ne peut jamais prétendre à dire toute la vérité d'un sujet, mais qui peut au moins devenir le lieu d'un surgissement d'un sens pour lui, d'une élaboration d'un sens propre à lui entre le mot et la chose. Merci beaucoup Géraldine. Rappelez-nous le titre du livre. Lacan ironiste de Paul Audy et c'est aux éditions Mimesis. Je suis sûre qu'il est excellent comme tout ce que fait Paul Audy d'ailleurs. Un grand merci. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Bergson. Demain, je recevrai Guylain Waterloo qui viendra évoquer pour vous les deux sources de la morale et de la religion de Bergson. Donc, et d'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, cinématographiques concernant l'émission du jour, musicale également. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54.